ce soir, avec Gilles Chawat, nous avons décidé de vous parler de la chirurgie de la prothèse totale d'épaule en ambulatoire, puisque depuis quelques mois maintenant, nous la réalisons à la clinique de Tournan-en-Brie. Alors bien sûr, avant de rentrer un petit peu dans la technique, de la manière dont on réalise cette intervention en ambulatoire, je vous parlerai un petit peu des bilans, diagnostics et bilans que l'on fait et qui nous conduisent à l'indication d'une prothèse d'épaule. Comment on choisit le type de prothèse. C'est Gilles Chawat qui, à l'issue de ce bilan que je vous présenterai, vous parlera du choix du type de prothèse. Il vous parlera également de la planification blueprint et des ancillaires personnalisés pour chaque patient à partir de cette planification. Je reprendrai la parole pour parler de l'anesthésie en ambulatoire. Gilles vous parlera de la réalisation technique. Et enfin, je vous donnerai quelques grands principes de base dans la rééducation de la prothèse d'épaule. Alors bien sûr, la prothèse d'épaule, c'est avant tout posée face aux homarthroses, c'est-à-dire arthrose gléno-humérale, que ce soit des arthroses centrées qui se définissent plutôt comme la disparition du cartilage, c'est-à-dire qu'on a un os à nu aussi bien en termes d'humérus que de glène, ou excentrées, souvent, même pratiquement toujours, dans des lésions anciennes de la coiffe des rotateurs, ce n'est pas dans les lésions récentes de la coiffe, mais les lésions anciennes de la coiffe. Et dans les deux cas, on obtient souvent chez ces patients des épaules douloureuses et des épaules raides avec perte de la fonction. Alors, les homarthroses au niveau de l'épaule, les homarthroses sont quand même assez rares. Ça représente 3% des pathologies arthrosiques. Et c'est longtemps bien toléré car l'évolution vers l'arthrose se fait de manière progressive, tout comme dans le cadre des homarthroses excentrées après rupture de coiffe, c'est assez bien toléré finalement. Si c'est fait de manière progressive, c'est une articulation non portante. Et puis, il y a surtout des compensations par les chaînes articulaires du membre supérieur, mais aussi du rachis cervical et dorsal. Le traitement de ces arthroses univoque, c'est la prothèse. Alors, bien sûr, quelle prothèse, hein, nous verrons ça tout à l'heure. Une prothèse, ça se choisit en fonction d'un certain nombre de critères fonctionnels, étiologiques, la qualité de l'os. Est-ce qu'il y a une subluxation de la tête humérale? Est-ce que la coiffe est de bonne qualité ou non? Est-ce que le terrain du patient s'y prête? Alors, diagnostic positif, c'est avant tout, bien sûr, face à des patients plutôt âgés que l'on a ces pathologies. C'est souvent le côté dominant, mais pas toujours. Et certaines professions ou des activités de loisirs peuvent favoriser la destruction articulaire de l'épaule. Enfin, il y a un certain nombre de patients qui présentent des antécédents qui vont favoriser l'apparition de ces pathologies, comme les luxations à répétition dans l'adolescence ou chez l'adulte jeune, des fractures, voire même des nécroses de tête humérale, de la pathologie de la coiffe et, on n'en parlera pas ici, dans la polyarthrite rhumatoïde. Dans ces pathologies, ce qui vient en avant, c'est avant tout des douleurs mécaniques avec une raideur qui peut être assez importante. Le patient décrit des épisodes de blocage, très souvent des craquements que l'on peut d'ailleurs percevoir comme une roue dentée. L'examen de l'épaule, en comparaison avec le côté opposé, retrouve souvent une hypotrophie au niveau de l'épaule par sous-utilisation au niveau de la coiffe ou du deltoïde. On peut voir parfois des saillies acromioclaviculaires parce que l'acromioclaviculaire, notamment dans les homarthroses excentrées, peut être mise en conflit directement avec la tête humérale. On peut même avoir parfois des luxations supérieures ou antéro-supérieures de la tête. Les amplitudes articulaires sont réduites aussi bien en passif et en actif dans tous les secteurs, avec une difficulté à mettre la main dans le dos en rotation interne, difficulté à accéder à la tête ou à l'arrière de la tête en rotation externe, voire même donc des élévations qui peuvent être extrêmement réduites. Tout cela va avoir un impact dans les gestes de la vie quotidienne. Ces patients ont très souvent une baisse de la force musculaire et tous ces éléments fonctionnels peuvent être mis sur la fiche de constant, le score de constant, qui relève donc un certain nombre de points pour la douleur, le niveau d'activité quotidienne, le niveau de travail avec la main et les amplitudes.
Le testing de la coiffe eh bien, est assez important, bien sûr. Il a une moindre fiabilité puisque le patient est raide, donc on n'a pas toute la souplesse de cette articulation qui permet de donner au testing de la coiffe toute sa fiabilité. Et puis, face à cette épaule douloureuse et raide, les radiographies vont nous permettre d'avancer dans le diagnostic. Le bilan classique, c'est l'épaule de face dans ses 3 rotations, interne, externe, externe, interne, neutre et externe. Je vous rappelle que l'élément important, c'est le trochin pour vérifier le positionnement de l'épaule. Par ici, vous avez le trochin vers l'extérieur, donc c'est une rotation externe. Là, vous avez le trochin en dedans, donc c'est une rotation interne. Et le profil d'omoplate de l'ami. Et dans un certain nombre de cas, donc on peut voir, comme vous voyez sur l'image ici, une belle arthrose centrée avec les signes cardinaux de l'arthrose, ostéophyte, pincement, géode et ostéocondensation. Cela peut donner également des informations sur ces radiographies simples sur l'état de la coiffe. Vous voyez ici, par exemple, un pincement sous-acromial complet avec une vraie arthrose acromio-humérale. La hauteur normale de cet espace est théoriquement de plus de 7 mm. Des autres examens qu'on peut utiliser face à ces épaules donc douloureuses et raides, c'est le scanner ou l'arthroscanner qui vont donner des informations sur l'état de la coiffe, sur l'état des muscles. Nous y reviendrons tout à l'heure parce que pour nous, c'est très important en termes d'indication du type de prothèse. C'est très souvent des épaules qui fonctionnent peu, donc il peut y avoir une hypotrophie musculaire. Naturellement, comme vous pouvez le voir ici, eh bien, une rupture complète des tendons de la coiffe, ou encore ici sur cet examen d'IRM, on va y revenir. Le capital osseux avec des ostéophytes, l'usure de la glaine, la subluxation postérieure de la tête humérale. Vous voyez ici une glaine très usée. Et bien sûr, ce scanner peut avoir des images en reconstruction 3D, toujours intéressantes. L'IRM n'est pas systématique, mais permet d'évaluer beaucoup mieux la coiffe, comme cette rupture ici rétractée de la coiffe. Permet de voir aussi l'involution graisseuse, mais on est moins performant sur l'os. Donc, nous, c'est plus intéressant pour évaluer la coiffe. Alors, l'omarthrose centrée, très souvent, c'est une usure cartilagineuse en miroir avec différents types que vous pouvez observer ici en fonction de la localisation de la tête par rapport à la glaine, donc avec parfois des luxations postérieures, voire antérieures, ou des subluxations, pardon. Et puis aussi des usures qui peuvent être centrées, excentrées, avec des formes également dysplasiques. Ça, c'est la classification de Gilles Walsh, plutôt pour les omarthroses centrées. Et pour les omarthroses excentrées, comme la tête va aller vers l'acromion, voire même rentrer vraiment en contact avec l'acromion, il y a une autre classification qui est utilisée. Et là, on ne s'intéresse pas tellement à la tête, on s'intéresse à la déformation de la glaine, avec, vous voyez ici, une usure qui reste centrée alors qu'il n'y a plus de coiffe. Ici, une usure supérieure, là, une usure qui est à pan oblique supérieur, et une lésion ici très rare qui est une usure inférieure. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres pathologies qui peuvent donner des tableaux d'épaules raides et douloureuses, en particulier la capsulite rétractile, mais on fait la différence avec, bien sûr, le contexte des radiographies qui sont normales, et la capsulite rétractile, qui est une raideur douloureuse de l'épaule, est une raideur comparable à celle que l'on peut avoir dans l'arthrose, à savoir atteignant les mobilités passives et actives. Et puis, on a dans certaines formes de rupture massive de la coiffe, des rotateurs, des épaules pseudo-paralytiques, où les patients ont des mobilités passives conservées, mais un actif quasiment nul, en particulier dans les premiers degrés de l'abduction. Dans ces omarthroses, on distingue les omarthroses primitives, centrées, tardives, progressives, le plus souvent, donc longtemps bien tolérées. Et puis, on a les omarthroses secondaires, qui sont des omarthroses soit sur rupture massive de coiffe, qui vont donner ces omarthroses excentrées. C'est les cuff-tear arthropathies. Il y a d'autres dénominations, comme l'épaule scénique hémorragique aussi. On peut avoir des omarthroses post-fracturaires qui restent souvent centrées. On peut avoir des omarthroses qui surviennent après des instabilités gléno-humérales, encore des nécroses, qui sont souvent des omarthroses assez centrées, et puis toutes les pathologies inflammatoires comme la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante.
Voici quelques exemples d'omarthrose primitive centrée, idiopathique, essentielle. On voit qu'il y a une bonne conservation de l'espace entre l'acromion ici et la tête humérale. Une omarthrose excentrée avec là, un contact entre l'acromion et la tête humérale. Et on peut voir aussi qu'il y a une disparition du cintre ici, entre l'omoplate et le col de l'humérus. On peut voir aussi des omarthroses secondaires à des fractures. Vous avez ici une fracture qui va donner une nécrose de tête, ou encore des pathologies synoviales, comme ici, eh bien, une ostéochondromatose primitive de l'épaule. Alors, le choix du type de prothèse, c'est Gilles qui va vous préciser ça. Il se fait en fonction du bilan et bien sûr du choix chirurgical, va aboutir au choix chirurgical qui peut être soit une prothèse humérale simple, soit une prothèse totale anatomique ou totale inversée. Et comme je vous l'ai dit, le score fonctionnel et l'étiologie peuvent eh bien, orienter le choix vers la prothèse, mais on a aussi le bilan osseux qui va déterminer le stock osseux. Comment est-ce qu'on peut implanter, par exemple, une glène? Est-ce qu'on peut implanter une glène normale ou une glène inversée? Le bilan tendino-musculaire également, qui va analyser la coiffe des rotateurs et le terrain du patient. Donc, très rapidement, le bilan osseux, bien, c'est le stock osseux de la glène qui, pour nous, est important. Mais il peut y avoir aussi des calvicieux, il peut y avoir des nécroses, il peut y avoir des ostéophytoses majeures, comme vous pouvez le voir ici, qui peuvent poser problème. En tout cas, ça a une incidence directe aussi sur la technique opératoire. Dans le bilan tendinomusculaire, qui se fait cliniquement, mais aussi essentiellement par l'IRM, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si la coiffe est rompue ou non. Si la coiffe n'est pas rompue, est-ce qu'elle est efficace? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une involution graisseuse, par exemple? Est-ce qu'il y a une hypotrophie majeure? Est-ce qu'il y a une perte de force majeure? Est-ce qu'il y a un espace sous-acromial qui est conservé ou non? Cet espace, il faut savoir qu'il peut être diminué alors que la coiffe est présente. Quel est l'état du deltoïde? Puisque la prothèse inversée s'appuie sur la fonction du deltoïde. Donc, globalement, est-ce qu'on a une omarthrose centrée ou excentrée? Et si on a une omarthrose centrée, quel est son potentiel d'excentration? Et puis, le terrain du patient est important, en particulier l'état cognitif, pour savoir si ce patient va pouvoir adhérer à thérapeutique et en particulier à la rééducation. Donc, tous ces éléments-là vont intervenir dans le choix de la prothèse. Prothèses qui peuvent être anatomiques, on connaît ça depuis longtemps. Actuellement, depuis 30 ans quand même, depuis 1992, on s'est orienté sur des prothèses anatomiques, c'est-à-dire qui reproduisent parfaitement l'anatomie de l'épaule. Et puis petit à petit, on se rend compte que les tiges se réduisent de plus en plus, voire même parfois il n'y a pas de tige humérale du tout. Et en face, eh bien, on met une pièce glénoïdienne. Et cet implant, maintenant, il est modulaire, c'est-à-dire que la tige humérale pourra éventuellement être convertie tôt ou tard, si nécessaire, vers une prothèse, d'une prothèse, on dira anatomique, vers une prothèse inversée. Alors là, je passe rapidement parce qu'on va en reparler, mais l'omarthrose excentrée, c'est la principale indication, c'est l'omarthrose centrée à coiffe intacte et efficace, sans usure osseuse majeure. Les prothèses inversées sont connues aussi depuis longtemps, elles sont d'origine française, et leur principale complication, c'est l'encoche. Ce sont des prothèses qui inversent l'anatomie, c'est-à-dire qui mettent une boule au niveau de l'humérus et une cupule au niveau, une boule au niveau de la glène et une cupule au niveau de l'humérus. Et ces prothèses également évoluent beaucoup, soit en essayant d'excentrer, de latéraliser l'implant, soit par une greffe, soit en mettant une métaglène métallique, comme vous pouvez le voir ici, ce qui permet d'augmenter le bras de levier pour le deltoïde et de rendre le deltoïde beaucoup plus efficace. Alors, l'indication principale de ces omarthroses excentrées, c'est la Kuff-Tir-arthropathie, c'est-à-dire avec une coiffe rompue ou incompétente, mais ça peut être aussi une omarthrose centrée, alors que la tête est en subluxation postérieure de plus de 80 degrés, ou alors avec une usure majeure de la glène qui empêche le positionnement d'une glène standard. Les résultats des prothèses anatomiques restent meilleurs que les prothèses inversées, avec des scores de constant à 10 ans, vous voyez, qui sont assez importants, qui sont encore bons
euh, au-delà, vers 15 ans, mais à partir de 15 ans, on a des taux de décèlement glénoïdien qui sont importants, qui imposent des révisions. Et pour les prothèses inversées, par contre, les résultats sont moins bons, en particulier en relation avec des décèlements secondaires aux encoches qui apparaissent en relation avec la butée ici de la partie humérale sur la partie inférieure de la glène. Donc, pour améliorer ça, Gilles va vous en parler. On améliore maintenant le positionnement et l'implantation de la glène par un système qui s'appelle Blueprint, basé sur le scanner, ce qui permet de fabriquer des ancillaires personnalisés pour mieux positionner les implants. Et on a également, grâce à ce système-là, des vues d'avenir en termes de chirurgie virtuelle. Gilles va vous parler maintenant du choix du type de la prothèse d'épaule en fonction d'un certain nombre de critères. Je pense que vous m'entendez là. Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, docteur, on vous entend très bien. Allez-y. Alors, effectivement, je vais vous parler maintenant du choix de la prothèse d'épaule. On est devant un patient pour lequel le diagnostic a été posé et on doit choisir entre une prothèse d'épaule anatomique et une prothèse d'épaule inversée. L'épaule a une particularité, c'est la seule au niveau du corps humain à nous présenter, en tout cas à nous proposer deux types de prothèses qui sont philosophiquement totalement différentes. On a la première qui s'appelle la prothèse d'épaule anatomique. Elle remplace les surfaces articulaires de la tête de l'humérus et de la glène de manière strictement anatomique. Il y a un impératif pour poser ce genre de prothèse, comme sur les diapositives que vous pouvez voir sur le bas. La coiffe doit être intacte puisque la coiffe est motrice dans la prothèse totale d'épaule anatomique. L'indication principale, comme vous pouvez vous en douter, c'est l'homarthrose centrée à coiffe saine. Alors, pour reconnaître une prothèse totale anatomique, c'est très simple. Hein. La convexité est sur la tête de l'humérus et la concavité est au niveau de la glène, comme sur les diapositives que l'on voit sur le bas. Je vous demande simplement de vérifier aussi la hauteur entre l'humérus et l'acromion. Et ici, ce qu'on appelle le cintre homo-huméral. Next. Je n'ai pas la main. Merci Gilbert. Alors, l'autre choix, c'est bien sûr la prothèse totale d'épaule inversée. C'est sûr que les pièces sont étrangement mises à l'envers, puisque la glène maintenant est devenue convexe et l'humérus est devenu plat. Alors, pourquoi est-ce que l'on fait ça? L'intérêt majeur, c'est d'abaisser de manière voulue le centre de rotation de l'épaule. Comme vous pouvez l'imaginer, comme vous pouvez le voir sur la diapositive de gauche, avec la flèche, on a abaissé de manière très significative l'humérus par rapport à l'acromion. L'intérêt, c'est d'imposer le deltoïde de devenir moteur, puisqu'il n'y a plus de coiffe dans ce cas-là. L'indication principale, c'est la rupture massive de la coiffe non réparée, associée à une impotence fonctionnelle importante et douloureuse. C'est aujourd'hui, à mon avis, la meilleure des indications, avec bien sûr l'homarthrose excentrée. Vous avez deux cas de prothèses différentes, une avec une tige à gauche et une sans tige, qu'on appelle stemless, à droite. Alors, les critères pour choisir entre une prothèse anatomique et une prothèse inversée, il y en a 4. Il y a le premier critère, c'est l'âge et le passé épaule du patient. En effet, il faut connaître bien sûr les séquelles traumatiques opérées ou non du patient et les antécédents de chirurgie de la coiffe. Gilbert vous en a parlé. Donc ça, c'est effectivement le premier critère à prendre en cause. Next. Le deuxième critère indispensable au choix, c'est la radiographie de face. C'est la classification dite de Hamada. Et je vous demande simplement de vérifier
deux critères importants. C'est le centre homo-huméral, ici, avec ici une rupture du centre, et la distance homo-humérale. Il y a différents stades, et c'est à partir d'un stade qu'on posera l'indication d'une prothèse ou d'une autre. Next. Troisième critère, la dégénérescence graisseuse. Alors, moi, j'aime bien apprécier cette dégénérescence graisseuse sur une IRM de l'épaule, et notamment sur une coupe sagittale, qu'on appelle sur la coupe du Y, le Y étant l'omoplate. Au-dessus de l'omoplate, on voit une espèce de masse grise qu'on appelle le muscle supraépineux. Le Boutallier a défini différents types a décrit 4 grades. 0, c'est aucune infiltration graisseuse, comme sur la première photo d'en haut. Le grade 1, c'est quelques stries graisseuses. Le grade 2, c'est moins de graisse que de muscle. Le grade 3, c'est autant de graisse que de muscle. Et le grade 4, c'est plus de graisse que de muscle. Ça a son importance, car on ne pourra pas poser, et je vous le disais tout à l'heure, de prothèse dite anatomique au-delà d'un grade 2. Next. Troisième critère important, quatrième critère à prendre en critère indispensable pour le choix, c'est la forme anatomique de la glène sur une coupe horizontale. C'est aussi la classification de Walsh. Elle apprécie la dysplasie déformante de la glène et la subluxation de la tête, car dans une arthrose, il y a des contraintes qui font que la tête de l'humérus a tendance à partir plus en arrière et venir s'appuyer très fortement sur la partie postérieure de la glène, qui va déformer la glène. Il y a trois stades. Gilles H a décrit 3 stades. Le stade A, de manière générale, l'épaule est centrée. Le stade B, il y a une subluxation postérieure avec une arthrose qui est beaucoup plus marquée en postérieur. Et le stade C, que l'on ne voit pas sur la diapositive, mais c'est une dysplasie de la glène avec la glène regarde très en arrière, au-delà de 25 degrés. Vous pouvez imaginer qu'en fonction de ces stades, il va y avoir la possibilité ou non de poser des prothèses. Next. Alors, de manière très schématique, pour une prothèse anatomique, l'âge n'est pas un facteur. La raideur articulaire avec un retentissement fonctionnel sur le plan clinique et sur le plan paraclinique, peu ou pas de dégénérescence musculaire, c'est-à-dire un Boutallier inférieur ou égal à 2, une coiffe qui doit être intacte et peu ou pas de déformation de la glène, c'est-à-dire un grade A ou B1 selon Gilles H. Pour la prothèse inversée, c'est à peu près tout le reste. Je voulais vous dire que pour la prothèse anatomique, c'est peu ou pas de dégénérescence musculaire, c'est-à-dire un Boutallier inférieur ou égal à 2, et pas de déformation de la glène, A ou B1. Pour la prothèse inversée, c'est à peu près tout, mais c'est où? C'est une dégénérescence évoluée, et ou une déformation de la glène supérieure à B2, et ou un abada à partir du grade 3. Mais il est indispensable pour une prothèse inversée de s'assurer que le deltoïde est intact puisqu'il est moteur. Next. Je continue. Donc, à partir du moment où on a posé l'indication opératoire, aujourd'hui, et qu'on a fait notre choix entre une prothèse anatomique ou une prothèse inversée, aujourd'hui, on a l'aide de l'informatique par l'intermédiaire d'un CD, d'un scanner que l'on demande aux patients avec un protocole bien précis. Pourquoi fait-on ça? Parce que à partir du scanner réalisé, comme je le dis sur le programme, les données de ce scanner vont être récupérées sur une plateforme que l'on appelle Shoulder Blueprint. Cette plateforme va synchroniser l'épaule reconstruite en 3D par le scanner avec les pièces glénoïdiennes et humérales proposées par le laboratoire. Le chirurgien maîtrise la totalité des choses
il maîtrise le choix des pièces, la taille, le modèle et l'emplacement. Il peut modifier à sa guise, toujours sur cette plateforme, jusqu'à obtenir une totale satisfaction en matière de mobilité. La planification est validée et enregistrée par le chirurgien. Et à partir de là, on envoie ces données sur cette plateforme et on reçoit en retour, au bout de 3 semaines, un outillage sur mesure en fonction des données enregistrées sur ce qu'on vient de faire sur la plateforme informatique. Donc aujourd'hui, 95% des patients qui sont programmés pour une prothèse d'épaule, on leur demande donc un scanner et on fait une planification préopératoire. Alors, cette planification, voilà à peu près deux screenshots. Donc, je n'ai pas fait de vidéo parce que c'était un peu compliqué, mais voilà 2 screenshots. La première, en haut, c'est le screenshot de la Glen. Et en bas, c'est le screenshot de l'humérus. On peut jouer à positionner là où on veut notre prothèse glénoïdienne, mais il y a un principe, bien sûr, c'est qu'au maximum, la pièce qui va être posée au niveau de la glène doit être, si possible, perpendiculaire à l'axe de l'omoplate. Alors, l'informatisation nous sert parce qu'en opératoire, nous n'avons aucun moyen de connaître l'axe de cette épine de l'omoplate. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut s'assurer au maximum d'obtenir une surface articulaire de contact maximale, de préserver au mieux le stock osseux. La taille de la prothèse est choisie pour s'adapter au mieux à l'anatomie du patient et le positionnement de chaque pièce est testé, comme nous allons le voir plus tard, pour obtenir un résultat cinématique le plus performant. Idem pour l'humérus, c'est le screenshot d'en bas. On positionne exactement là où on veut notre tige humérale. Et quand on est à peu près plutôt satisfait de nos positionnements dans tous les axes, frontal, sagittal, en haut et en bas, que ce soit pour la glène ou que ce soit pour l'humérus, eh ben, on demande à la plateforme, au logiciel, de mettre en mouvement, next, non, avant. Avant. J'avais fait. Ah non. Bon, alors, nous demande de mettre en mouvement la prothèse et on peut voir quel est le mouvement de la prothèse. Ça permet éventuellement, je vais vous le dire, de visualiser les éventuels conflits os-prothèse et de comparer également. Ça nous permet aussi, grâce à cette plateforme, de comparer 3 planifications différentes et ensuite on fait notre choix. Et cette plateforme, bien sûr, nous permet également aussi d'estimer les mobilités post-opératoires. Next. Alors, pourquoi fait-on ça? La planification d'outils, vous avez bien compris, parce que plus on est fin dans le positionnement de nos prothèses, et ben, plus on va améliorer la longévité de notre prothèse. Et comme je viens de le dire, ça améliore les scores fonctionnels de l'épaule prothétique, car en préopératoire, sur la planification et sur la plateforme, on a une idée de comment va fonctionner l'épaule en post-opératoire. C'est juste extraordinaire. Next. À partir de là, on a commandé une espèce de guide qui va nous aider en opératoire et qui va reproduire ce qui a été défini en préopératoire. Là, donc, vous avez un exemple de ce guide qui est fabriqué avec une imprimante 3D et que l'on reçoit 3 semaines après avoir validé la planification. Ce guide sert à positionner une broche à partir de laquelle tout va s'enchaîner exactement comme sur la planification préopératoire. Next. Alors ça, c'était aujourd'hui. Demain, mais demain, c'est-à-dire dans les heures qui suivent, les jours qui suivent, les semaines qui suivent, nous allons nous passer du rapporteur
et on va passer directement à la lunette de réalité virtuelle. C'est exactement le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'on va avoir la planification préopératoire dans la lunette, et la lunette, en tout cas la vision, va nous aider à planter cette fameuse broche, comme avec le guide, mais sans guide. Voilà, c'est un peu futuriste, hein. C'est un peu, même très futuriste, mais visiblement, les premières expériences semblent être très, très, très promettantes. Next. Alors, la planification blueprint, comme vous avez pu l'imaginer, c'est le GPS osseux de l'épaule, hein. Ça permet de sécuriser au maximum le geste chirurgical, c'est de prévoir les embûches et les difficultés, mais aussi de les contourner. Et bien sûr, élimine toutes les incertitudes péropératoires. Donc, on améliore les temps opératoires et donc, on améliore l'évolution vers l'ambulatoire. Next. Je crois que ce n'est plus à moi. C'est à… Voilà. Pour parler d'ambulatoire, bien naturellement, l'anesthésie a beaucoup évolué dans ce sens-là également, puisque tous les patients ne sont pas éligibles à l'ambulatoire, naturellement. Il y a des recommandations de la Société française d'anesthésie et réanimation dans ce cadre-là, et la sélection des patients se fait en fonction de leur état général. Si le grand âge n'est pas incompatible avec l'ambulatoire, il faut par contre que ce soit des patients qui n'aient pas de pathologie grave, donc la classification, vous connaissez sûrement, c'est ASA 1 ou 2, ou alors un ASA 3 avec des pathologies stabilisées, je pense notamment aux pathologies cardiovasculaires. Il ne faut pas que les patients aient de troubles cognitifs non plus. Il faut qu'ils soient observants, que ce soit avec les traitements médicaux, antalgiques, anticoagulants éventuels si c'est nécessaire, qu'ils soient capables de rester à jeun avant l'intervention et qu'ils soient capables de comprendre comment va se réaliser, par exemple, la rééducation, quels sont les gestes à faire ou à ne pas faire. Et puis, c'est aussi des choses tout à fait banales, comme l'accès rapide au téléphone, puisque s'il y a un problème, le patient doit contacter son médecin traitant ou son chirurgien ou son anesthésiste. Et puis également, il faut savoir que les patients sont appelés la veille de la prise en charge en ambulatoire, donc avec un certain nombre d'informations, mais aussi le lendemain de l'intervention pour savoir si tout va bien dans les suites immédiates de cette intervention réalisée en ambulatoire. Donc, cette sélection des patients, c'est aussi la sélection du type de chirurgie que l'on va faire. Ça doit être une chirurgie qui doit être simple ou standardisée, qui doit être relativement courte, c'est-à-dire moins de 2 heures, puisque si c'est une chirurgie longue, on ne peut plus utiliser des techniques d'anesthésie, notamment loco-régionales, et on est parfois obligé d'utiliser des produits d'anesthésie qui sont peu compatibles avec une hospitalisation en ambulatoire. Il faut que ce soit également une chirurgie peu hémorragique, qui ne nécessite pas de transfusion post-opératoire, où les suites sont généralement simples, et surtout avec une maîtrise, un contrôle de la douleur post-opératoire, c'est-à-dire qui permettent l'utilisation de cathéters, d'anesthésie et d'analgésie post-opératoire. On a ici tous les éléments qui nous permettent de dire que la prothèse d'épaule est parfaitement adaptée en termes d'intervention chirurgicale à une réalisation en ambulatoire. Alors, la technique d'anesthésie, ça peut être une anesthésie générale pour la prothèse d'épaule, avec des produits d'anesthésie qui sont à durée de vie courte, à effet secondaire réduit pour faciliter l'organisation du mode de prise en charge ambulatoire et en particulier, on évite les morphiniques. L'utilisation de blocs plexiques interscaléniques en anesthésie loco-régionale avec cathéter, comme vous pouvez le voir. Donc, généralement, cette anesthésie loco-régionale, elle est faite sous contrôle échographique. Et puis, on laisse en place donc, au contact du plexus un cathéter qui va être alimenté par ce qu'on appelle un biberon, qui est une poche sous pression qui va injecter pendant 48 à 72 heures le produit anesthésiant. Ça, c'est vraiment indispensable pour la réalisation
d'une prothèse d'épaule en ambulatoire. Ensuite, eh bien, il y a tout le post-opératoire qui doit être vraiment bien organisé, avec des soins qui doivent être précoces en post-opératoire, et on a un certain nombre de possibilités en dehors des établissements, comme Studio Santé ou Prado par la caisse d'assurance maladie, qui vont organiser à la fois les soins infirmiers et les soins en kinésithérapie. Alors, hop. Gilles va nous parler un petit peu plus en détail des réalisations techniques de ces interventions. Gilles? Oui, alors la réalisation technique commence forcément par une voie d'abord. Pour l'épaule, dans 90% des cas, en tout cas pour la prothèse d'épaule, dans 90% des cas, c'est la voie deltopectorale. C'est celle qui passe entre le deltoïde et le grand pectoral, marquée par une veine qui est la veine céphalique. Alors tout à l'heure, j'ai parlé du GPS osseux, c'est le blueprint, mais le GPS chirurgical, bien évidemment, c'est l'anatomie. Alors, après avoir écarté le deltoïde et le grand pectoral, on tombe sur le tendon du sous-scapulaire qui va être ténotomisé de manière transversale. Et là, on tombe forcément directement sur la tête de l'humérus. La luxation va se faire, comme sur la diapositive, comme sur le schéma de droite, en rotation externe. Parfois, next. Non, avant. Avant. Parfois, il y a une autre voie d'abord qui s'appelle la supéro-externe que je privilégie, alors je ne sais pas si c'est tout le monde, mais que je privilégie uniquement pour les fractures céphalotubérositaires 4 fragments, où j'ai décidé de mettre une prothèse d'épaule, tout simplement parce qu'il est beaucoup plus simple d'aller contrôler la tubérosité, la grande tubérosité, le trochiter, qui part très en arrière. Et donc, quand on fait une voie d'abord antérieure, il est excessivement difficile de contrôler cette tubérosité qui est partie en arrière. Alors que par au-dessus, on a un contrôle qui est parfait. Et sur le schéma de droite, on a cette vision qui est une vision péropératoire avec le contrôle en avant du trochin et en arrière du trochiter. Donc, deux voies, la deltopectorale et la supéro-externe réservée pour la fracture. Next. Bon, à partir du moment où on a ouvert, forcément, il nous faut du matériel. Et comme vous pouvez le voir, on a des boîtes d'instrumentation qui sont importantes. Généralement 2-3 caisses. On a besoin d'une scie oscillante. Et vous voyez qu'en fin d'intervention, en haut et à gauche, il y a quand même beaucoup de matériel utilisé. Next. Alors, on s'occupe en premier, à partir du moment où on a luxé en rotation externe la tête humérale, on s'attache à réaliser ce qu'on appelle une coupe humérale, généralement avec 10 degrés de rétrotorsion, et ce qui permet de faire une préparation du fût huméral en fonction du choix de la prothèse que l'on veut poser. Ça a un autre intérêt, ça permet d'ouvrir parfaitement bien l'espace vers la glène. Je sais que certains démarrent la préparation de leur prothèse par la glène. Ben, je trouve que c'est assez difficile parce que tant qu'on n'a pas retiré la tête, on a un accès qui est quand même assez difficile. Ce qui me concerne, je coupe toujours la tête humérale, ça m'ouvre complètement l'espace. Et ça me permet, bien sûr, de préparer l'image. Next. Ensuite, je prépare la glène. Après avoir réalisé la totalité de l'excision du bourrelet glénidien, antérieur et postérieur, après avoir réalisé l'excision de la partie intra-articulaire de la longue portion du biceps, eh bien, il ne nous reste plus qu'à positionner ce fameux guide
blueprint que nous avons reçu et que nous avons stérilisé. On le positionne sur la glaine, il s'autobloque de manière quasi parfaite. Et à partir de là, on enfile la broche. Et à partir de cette broche enfilée dans la glaine, eh bien, tout s'enchaîne. Toute la préparation de la glaine s'enchaîne. Et notamment, ça démarre par un fraisage de la glaine. Next. Après avoir fait la préparation de la glaine, le fraisage de la glaine, réaliser éventuellement les plots, eh bien, on fait les essais, toujours pour s'assurer que le contrat est bien rempli, notamment en matière de stabilité et en matière de mobilité. Alors, on a des implants d'essai quand on a choisi de prothèses inversées quand on a choisi de mettre une prothèse inversée et des implants d'essai de prothèses anatomiques quand on a choisi, notamment quand on a choisi de mettre une prothèse d'essai anatomique, comme sur le schéma de droite. Next. Après cela, quand on est content, on positionne et on fixe les implants définitifs, puis on ferme. Alors, aujourd'hui, puisqu'on est passé en ambulatoire, on ne met plus de drainage. Bien sûr, on s'applique à l'hémostase et on injecte maintenant assez régulièrement un produit dont j'ai oublié le nom. Hexacil. L'hexacil. L'hexacil. L'hexacil, exactement, ce qui nous permet d'éviter le drainage. Très On excellent. glace immédiatement l'épaule et on immobilise par une attelle coup de corps. Quelques principes de rééducation. La rééducation est immédiate. Avec Gilles, on utilise la voie antérieure. Donc, finalement, uniquement le sous-scapulaire a été désinséré, donc suturé, si bien que toute cette rééducation va être possible en protégeant le sous-scapulaire pendant son temps de cicatrisation, c'est-à-dire environ 6 semaines. C'est-à-dire qu'on évite la rotation interne, en particulier la rotation interne active. Passive, c'est moins obligatoire, mais c'est difficile de le faire comprendre aux patients. Et pas de rotation externe active de plus de 10 degrés. Par contre, le passif est à récupérer totalement et rapidement, beaucoup plus rapidement d'ailleurs. On souhaiterait que ça soit fait plus rapidement encore. Et puis, entre les séances de rééducation et d'auto-rééducation, le patient est au repos sur une attelle qui peut être une attelle simple ou une attelle avec un coussin d'abduction, comme c'est le cas ici sur cette image. Donc, la rééducation, c'est aussi l'auto-rééducation, je vous l'ai dit. Moi, j'utilise la fiche de Lyotard, qui a une très grosse expérience dans ce domaine. Et cette auto-rééducation, finalement, c'est essentiellement du stretching. Donc, stretching dans l'élévation dans le plan de l'omoplate. Et c'est à faire assez rapidement, plusieurs fois par jour. Ce sont des choses assez simples. Ces exercices sont à expliquer aux patients et il faut qu'ils les reproduisent jusqu'à la première consultation au moins. La balnéothérapie, c'est très intéressant. Bien sûr, c'est réalisé uniquement quand il n'y a pas de problème de cicatrisation, bien que certains protègent les cicatrices par des pansements étanches. Et ça amène eh bien, une certaine antalgie, ça permet d'absorber les contraintes, ça permet de donner de la progressivité aussi dans les mouvements. Mais globalement, cette rééducation va assez vite, puisque à partir de 6 semaines, lorsque le sous-scapulaire est cicatrisé, tout est permis. Toutefois, on sait que les patients récupèrent jusqu'à facilement 6 mois et l'auto-rééducation peut être poursuivie donc assez longtemps. Gilles, tu as la parole. Ok, alors la PTE en ambulatoire, la prothèse totale d'épaule en ambulatoire, eh bien, on obtient une autonomie beaucoup plus rapide,
On diminue le risque infectieux des infections nosocomiales, et ça, c'est bien compréhensible. Hein. Moins on reste à l'hôpital, et quand même mieux c'est. C'est malgré tout réservé aux patients qui sont coopérants et participatifs. Hein. On a besoin malgré tout aussi d'avoir un entourage familial indispensable, ne serait-ce que par le fait qu'il doit y avoir quelqu'un à la maison à la sortie, puisque c'est une nécessité absolue, une personne qui réceptionne, quelqu'un de l'entourage qui réceptionne le patient le soir même. C'est possible aussi grâce au contrôle parfait de la douleur, c'est ce qu'on appelle le cathé périneural, comme Gilbert nous l'a rappelé tout à l'heure, et c'est réservé aux patients qui présentent quand même peu de pathologies lourdes, donc pas de pathologies lourdes nécessitant une hospitalisation post-opératoire. Voilà, donc aujourd'hui, à partir du moment où on a choisi nos patients, on n'hésite plus à proposer la prothèse d'épaule en ambulatoire. Et ça va très très vite, le bouche à oreille, parce que maintenant les patients viennent en disant j'ai entendu dire que vous mettiez les prothèses d'épaule en ambulatoire. Il y a une forme, les gens se sentent une forme d'acceptation de cette chirurgie parce que elle est réalisée maintenant en ambulatoire. Voilà ce qu'on voulait vous dire sur la prothèse d'épaule en ambulatoire. Je pense que vous avez quand même quelques questions. C'est assez nouveau. Tout ce qu'on a dit tout ce qui nous a servi à accélérer notre geste chirurgical, à ne plus avoir de tergiversation péropératoire, nous a permis de raccourcir au maximum nos temps opératoires, et ce qui nous permet effectivement de passer quasiment toutes nos épaules maintenant en ambulatoire. Voilà, je vous remercie. J'espère que vous avez des questions et on va y répondre avec plaisir avec Gilbert.